Bonjour, je me présente Pascal Beauceron, je suis français né à Paris et papa d'un petit garçon né en juin 2009. Cette vidéo est la suite de mon histoire que j'ai déjà commencé à raconter dans une précédente vidéo et que je vous conseille donc de visualiser avant de regarder celle-ci. Je suis donc sorti de détention le 15 juillet 2017 après avoir passé 15 mois de prison à la maison d'arrêt qui se trouve à Saint-Denis sur l'île de la Réunion. Le 30 juin 2017, soit 15 jours avant ma sortie de détention, il a été décidé que j'avais interdiction de paraître sur la ville de Saint-Denis qui se trouve sur la Réunion, sur la France entière, et que je devais en fait avoir un domicile connu des services judiciaires. Alors je rappelle juste que ces restrictions s'ajoutent à la contrainte pénale qui avait été décidée le 27 mai 2016 où on m'interdisait de rentrer en contact avec la mère et également une obligation de suivi, de soins, suite à ma condamnation pour violence sur enfant et menace de mort sur la mère, suite à une conversation que j'avais eue avec mon fils le 9 avril 2016 et qui avait été rapportée en partie par des salariés de l'UDAF dans lequel j'effectuais des droits de visite médiatisés pour voir mon fils. Je serai donc hébergé sur la ville du Tampon par les services sociaux en collaboration avec les services judiciaires et je dépendrai par conséquent du tribunal de Saint-Pierre qui se trouve donc au sud de la Réunion. Alors je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse, c'est que durant ma détention, j'ai eu un souci avec un surveillant. J'ai donc déposé plainte le 11 août 2017 au tribunal de Saint-Pierre avec tous les justificatifs liés à cette affaire. Bon, je n'ai jamais été auditionné, mais je tenais tout de même à le préciser. À le préciser pourquoi? Parce que suite à cet incident, cela aura permis à la justice de me retirer des mois de grâce et de faire en sorte que je sorte de détention le 15 juillet 2017. Voilà, fin de la parenthèse. Alors, on aura tout fait pour m'empêcher d'obtenir la garde de mon fils, enfin, la résidence habituelle de celui-ci, durant la procédure de divorce, suite à des manœuvres frauduleuses, dolosives, avec une justice complaisante, complice pour avoir étouffé toutes mes plaintes durant la procédure de divorce. On m'aura incarcéré, maintenu en détention sur la base de faits de fiction, et surtout pour avoir dénoncé les graves dysfonctionnements de cette institution de lâcheté et de magouille qu'on appelle la justice. Et puis tous les délits de la mère, même les plus graves, seront étouffés, tout en me retirant l'autorité parentale sur du vent, en me construisant une image d'enfoiré, de pourri, en me condamnant pour violence sur enfant et menace de mort sur la mère, suite à une conversation que j'ai eue avec lui, dans un contexte très particulier. Alors c'est ainsi que le 25 juillet 2017, soit 10 jours après ma sortie de détention, que je déposerai plainte contre la mère pour violence et maltraitance sur mon fils et que j'adresserai cette plainte, si vous voulez, au procureur de la République, au procureur général, au préfet de la Réunion, au juge des enfants et également la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. À travers cette plainte du 25 juillet 2017, je rappellerai les défauts et privations de soins de la mère qu'elle a effectués sur son fils en 2013 et je joindrai de nombreuses vidéos de mon fils que j'ai réalisées sur la période d'avril 2014 à mai 2015, soit durant l'appel du jugement de divorce du 20 mars 2014, et où on peut voir à travers ces vidéos que mon fils est très souvent angoissé lorsqu'il s'agit de retourner au domicile de sa maman, et que en mai 2015, il me révèle que celle-ci le frappe parfois avec la ceinture. Il est âgé alors d'un peu moins de 6 ans. Et puis je rajouterai également une attestation d'une des nounous qui a gardé mon fils
et qui a également constaté ces angoisses. Aussi, à travers cette plainte du 25 juillet, j'en profiterai pour faire un bref historique de ma vie de couple et de revenir surtout sur toutes les étapes de la procédure de divorce jusqu'à ma sortie de détention du 15 juillet 2017, en indiquant tout ce que je reproche et également mentionner les articles de droit qui ont été violés. Et puis bien entendu, j'annexerai à cette plainte toutes les plaintes qui ont été étouffées par le procureur de la République, Éric Tuffery. Alors il faut savoir que pour cette plainte du 25 juillet 2017, qui reprend en fait tout ce que j'ai pu dire dans la précédente vidéo, enfin la partie numéro 1, entre guillemets, je serai brièvement auditionné le 17 août 2017 par le commissariat de Saint-Pierre. Et aucune suite ne sera portée, si vous voulez, suite à cette plainte. Alors il faut savoir que quelques jours après mon audition du 17 août 2017, suite à ma plainte du 25 juillet 2017, j'ai appris que celle-ci en fait était classée sans suite par le procureur de la République de Saint-Pierre, voilà, qui est bien sûr en contact avec le procureur de la République de Saint-Denis, Éric Tuffery. C'est donc à partir de ce moment-là que je commencerai à réaliser des vidéos afin de développer et justifier tout ce que je dénonce, et notamment ce qui s'est passé durant la procédure de divorce. Alors je précise également que j'ai adressé par mail à certaines personnes, et notamment des magistrats, tout comme le procureur de la République Éric Tuffery, des liens permettant de visualiser les vidéos que j'avais réalisées. Pour conclure sur cette plainte du 25 juillet 2017, il faut savoir que j'ai reçu le 4 septembre 2017 de la part de la ministre de la Justice Nicole Belloubet un courrier m'invoquant le respect de la séparation des pouvoirs et l'indépendance de l'autorité judiciaire, tout en m'invitant à prendre contact avec le procureur de la République, alors que j'accuse celui-ci de laxisme, fumisterie et d'étouffer mes plaintes. Enfin, je recevrai un courrier le 29 septembre 2017 de la part du juge des enfants, estimant ne pas être compétente pour statuer sur la résidence des enfants et m'invitant à prendre contact avec le juge aux affaires familiales si j'estime pouvoir offrir des conditions de vie favorables à mon fils. Au vu de ce que j'avais mentionné et ce que j'avais apporté comme élément dans ma plainte du 25 juillet 2017, j'ai eu la vive sensation d'être pris pour un con. Alors il faut savoir que, à ma sortie de détention, et après avoir déposé cette plainte du 25 juillet 2017, j'ai demandé le 9 août 2017 auprès de l'UDAF à voir mon fils dans le cadre de visites médiatisées, toujours en vigueur, suite à l'arrêt scandaleux du 6 mai 2015 de la Cour d'appel de Saint-Denis. L'UDAF me répondra le 17 août 2017 qu'ils ne sont plus en mesure d'assurer les droits de visite médiatisés entre moi et mon fils sans me donner d'explication. Je mettrai cette réponse négative de l'UDAF sur le fait que l'on m'ait interdit de pouvoir me rendre sur la ville de Saint-Denis et que cela servait en fait de prétexte afin de retarder de nouveau mes droits de visite avec mon fils. D'autant que l'UDAF a une antenne également basée sur la ville de Saint-Pierre. Et puis j'attendrai surtout un déblocage de la situation suite à ma plainte du 25 juillet 2017 que j'avais déposée contre la mère pour violence et maltraitance. Enfin, je fais remarquer une chose, c'est que j'ai reçu cette réponse négative de l'UDAF le jour de mon audition
pour ma plainte du 25 juillet 2017 au commissariat de police de Saint-Pierre. Alors je rappelle que à ma sortie de détention du 15 juillet 2017, au-delà du fait d'avoir interdiction de paraître sur la ville de Saint-Denis, de La Réunion et de la France entière, et d'avoir un domicile connu des services judiciaires, j'avais eu une obligation de suivi, auprès des services judiciaires, et une obligation de soins. Alors, tout cela, suite à une conversation que j'ai eue avec mon fils en avril 2016. L'obligation de soins, résultant d'une expertise psychiatrique effectuée en 10 minutes, lors de ma garde à vue le 11 avril 2016, à la demande du procureur de la République, qui plus est, effectuée par un psychiatre qui travaille à leur service. Alors ce rapport d'expertise était surtout destiné en fait à contrer celui qui avait déjà été réalisé par des experts de métropole dans le cadre de mon instruction suite à mon départ avec mon fils de l'île de la Réunion en mai 2015. Et notamment essayer de me faire passer pour quelqu'un d'instable, de déséquilibré. Ainsi, lors de mes convocations auprès du SPIP, en charge du suivi judiciaire, je m'apercevrai qu'on me mettra toujours en avant cette obligation de soins, mais qu'on ne me parlera jamais de mon fils, ni même le fait que je ne puisse le voir dans le cadre de visites médiatisées auprès de l'UDAF. Et je refuserai de me soumettre à cette obligation de soins, puisque déjà je conteste cette condamnation pénale pour violence sur enfant et menace de mort sur la mère, suite à une conversation que j'ai eue avec mon fils. Car cette condamnation pénale, bidon, tirée par les cheveux, est une manœuvre du procureur de la République afin de me construire une image du méchant papa et surtout de mettre dans l'ombre les magouilles que je dénonce. Mes plaintes étouffées durant la procédure de divorce, ma plainte pour privation de soins contre la mère, mes plaintes contre les 2 médecins impliqués, mes 2 plaintes contre le CMPP Henri Vallon, pour ne citer qu'elles. Alors il faut savoir que j'avais engagé une procédure devant le Conseil de l'Ordre des médecins en 2013 contre 2 médecins et que des décisions avaient été rendues par la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins d'Île-de-France le 2 mars 2016 et que j'avais fait appel de ces décisions rendues le 1er avril 2016 auprès de la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins et que j'avais adressé une copie de mes appels au procureur de la République de Saint-Denis et également au préfet de la Réunion. Alors on constatera qu'en fait, j'aurais été incarcéré, si vous voulez, quelques jours après, puisque j'ai fait appel le 1er avril 2016 et que j'ai été placé en garde à vue le 10 avril 2016 suite à une conversation que j'ai eue avec mon fils la veille, soit le 9 avril 2016, et qu'en fait je serai incarcéré à partir du 12 avril 2016 à la fin de ma garde à vue, enfin de mes 48 heures de garde à vue. Alors ayant été incarcéré le 12 avril 2016 et ne ressortant que le 15 juillet 2017, il est clair que je n'ai pas pu mener à bien cette procédure d'appel devant la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins. J'ai donc pris contact avec eux après ma sortie de détention et j'ai appris que la procédure était toujours en cours, malgré l'absence d'échange de mémoire de ma part du fait de mon incarcération. Alors j'ai été convoqué par la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins pour chacun des 2 médecins que je mets en cause à une audience qui devait se tenir le 24 octobre 2017 à Paris. Et au travers de ces convocations, la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins me demande de savoir les suites qu'a bien voulu porter le procureur de la République de Saint-Denis suite aux plaintes que j'avais déposées entre ses mains le 25 octobre 2013. Alors j'ai répondu à la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins, notamment en ce qui concerne le traitement de mes plaintes que j'avais déposées le 25 octobre 2013 contre 2 médecins auprès du procureur de la République
de Saint-Denis, Éric Tuffery. Concernant mes plaintes du 25 et 29 octobre 2013 contre le médecin généraliste Dr Vermel Valéry et à la fois médecin traitant de la mer, eh bien c'est très simple, je n'ai jamais été auditionné. En fait, ces plaintes ont été étouffées par le procureur de la République de Saint-Denis. Concernant ma plainte du 25 octobre 2013 contre le médecin ORL Laurent Grandpré Jean-Pierre, j'ai été brièvement auditionné en avril 2015 et le policier qui m'a auditionné a refusé de me donner une copie du procès-verbal. Et je précise que j'ai été auditionné après la procédure de divorce, puisque la dernière audience dans cette procédure a eu lieu le 11 mars 2015. Cette plainte sera classée le 8 juillet 2015 au motif que les faits ou les circonstances des faits dont je me suis plaint n'ont pu être clairement établies par l'enquête et les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'affaire soit jugée devant un tribunal. Alors je fais remarquer que j'ai été auditionné le 9 juillet 2015 pour ma plainte du 25 octobre 2013 contre la mère pour privation de soins, soit le lendemain du classement sans suite de ma plainte contre le médecin ORL Laurent Grandpré Jean-Pierre. Et je précise que suite à cette audition du 9 juillet 2015, là aussi je n'aurai jamais de nouvelles. Mais la réalité, c'est que le procureur de la République a étouffé cette affaire de privation de soins de la mère où 2 médecins sont impliqués. Alors j'ai également indiqué à la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins que je serai présent aux audiences qui se tiendront le 24 octobre 2017 à Paris. Alors vu mon interdiction de pouvoir me rendre en France, j'ai donc demandé au SPIP en charge du suivi judiciaire de demander l'autorisation au juge d'application des peines Nicolas Ruff de bien vouloir me laisser aller en France pour pouvoir me rendre à ces convocations du 24 octobre 2017 de la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins et par la même occasion de rendre visite à ma famille. Le 13 octobre 2017, le juge d'application des peines, Nicolas Ruff, en concertation avec le procureur de la République, a refusé que je puisse me rendre à ces audiences du 24 octobre 2017 à Paris, en France. Alors pour motiver sa décision, il a prétexté une demande tardive de ma part et que seul un investissement de mes soins ainsi que de ses suivis pourrait en fait conduire à une modification des contraintes pénales qu'on m'avait infligées. Parce que l'obligation de soins qui m'avait été infligée suite à un rapport d'expertise effectué lors de ma garde à vue en avril 2016, à la demande du procureur de la République, par un psychiatre qui travaille à leur service, était une manière de me faire passer pour un malade et de mettre surtout dans l'ombre les plaintes que le procureur avait étouffées. Car comme dit si bien le proverbe, quand on veut noyer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Alors comme indiqué précédemment, je n'ai pas pu me rendre donc aux audiences du 24 octobre 2017 à Paris, dans le cadre des procédures que j'avais engagées contre les 2 médecins. Et le 24 novembre 2017, la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins rendra donc 2 décisions, et en fait, ces médecins seront blanchis. Alors, suite à ces décisions rendues le 24 novembre 2017, blanchissant les 2 médecins, j'ai donc réalisé une vidéo sur les manigances scandaleuses
entre le médecin généraliste Dr Vermel Valéry, le médecin traitant de la mère, avec le médecin ORL Laurent Grandpré Jean-Pierre. Et je précise également que j'avais effectué une vidéo sur les privations de soins de la mère, sachant qu'elle a fait quand même échouer à 4 reprises une intervention chirurgicale qui a été nécessaire pour son fils. Alors dans cette histoire, il y a quand même eu une personne qui a été condamnée, c'est le père, moi, pour avoir pris avec moi mon fils le 6 juillet 2013 à sa mère, alors que celle-ci venait de faire échouer pour la 4e fois l'intervention chirurgicale qui lui était indispensable. Je serai donc condamné le 11 septembre 2014 par la Cour d'appel de Saint-Denis pour soustraction d'enfant à une amende de 1 000 € avec sursis. Sans oublier, bien sûr, les dommages et intérêts à hauteur de 2 000 € pour chacun des 2 médecins pour plainte abusive décidée par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins. C'est pour cela que je vous invite à visualiser les vidéos que j'ai faites sur ce sujet. Début décembre 2017, n'ayant aucune nouvelle de mon fils et ne pouvant le voir dans le cadre de visites médiatisées comme on me l'avait mentionné dans un mail du 17 août 2017 sans me donner d'explication, j'ai donc cherché à savoir où était scolarisé mon fils sur l'île de la Réunion. Et en fait, j'ai découvert que la mère et mon fils se trouvaient en métropole. Après avoir effectué quelques petites recherches et certaines déductions, j'ai remarqué que le 30 juin 2017, soit 15 jours avant que je sorte de détention, on m'a interdit d'aller en France, sans me donner d'explications sérieuses, ou plutôt avec des prétextes bidons. J'ai découvert que mon fils avait été radié de l'école publique de Joinville, qui se trouve à Saint-Denis, le 5 juillet 2017, et que je suis sorti de détention le 15 juillet 2017. Et surtout, c'est que jusqu'à ma découverte en décembre 2017, c'est que tout le monde m'a caché cela, et notamment les services judiciaires, que je voyais régulièrement. Car il faut bien comprendre que moi je disposais toujours de droits de visite médiatisés, suite à l'arrêt du 6 mai 2015, qui sera modifié ensuite par l'arrêt du 2 décembre 2015, mais ces droits de visite médiatisés étaient toujours en vigueur, et qu'il n'y avait absolument aucune décision de justice, moi, qui m'interdisait de voir mon fils. Et ce qui est grave et scandaleux, une fois de plus, c'est que la mère s'est installée avec mon fils en métropole, en se faisant aider, forcément, et avec le soutien, voire la complicité de la justice, en sachant que je ne pourrais plus voir mon fils. Et puis je rappelle que j'avais déposé plainte le 25 juillet 2017 contre la mère pour violence et maltraitance auprès du procureur de la République de Saint-Pierre, alors que la mère se trouvait peut-être déjà en métropole. Alors suite à cette découverte, j'ai envoyé un mail le 6 décembre 2017 à mon avocate pour l'informer et lui indiquer que je risquais de déposer plainte contre la mère, en fait, pour non-représentation d'enfant. Et je déposerai plainte donc le 8 décembre 2017 contre la mère pour non-représentation d'enfant auprès de la gendarmerie du Tampon, en sachant que je n'ai aucune idée de la date à laquelle la mère accompagnée de mon fils est partie s'installer en métropole. Le 12 décembre 2017, en fin d'après-midi, la gendarmerie du Tampon me contactera, me demandant de passer les voir. Ce que je ferai, et une fois arrivé dans leurs locaux, ils m'informeront qu'ils ont des questions à me poser et qu'ils doivent également me garder pour être présenté le lendemain matin devant le juge d'application des peines Nicolas Ruff. Le 13 décembre 2017, le juge d'application des peines Nicolas Ruff décidera de mon incarcération provisoire à la maison d'arrêt de Saint-Pierre
pour non-respect de l'obligation de soins qui m'a été infligée par une contrainte pénale le 27 mai 2016, suite à ma condamnation pour violence sur enfant et menace de mort sur la mère, suite à une conversation que j'ai eue avec mon fils le 9 avril 2016. Alors je rappelle que cette contrainte pénale du 27 mai 2016, pour une durée de 2 ans, et dont on s'est arrangé pour qu'elle démarre à ma sortie de détention le 15 juillet 2017, comprenait 2 dispositifs. Une interdiction de rentrer en contact avec la mère et une obligation de suivi de soins. En sachant que si je ne respectais pas une de ces obligations, en fait, la justice avait la possibilité de m'incarcérer pour une durée de 1 an. Et je rappelle que on a rajouté à cette contrainte pénale du 27 mai 2016 de nouvelles restrictions le 30 juin 2017, interdiction de paraître sur la ville de Saint-Denis sur la Réunion, interdiction de paraître sur la France entière et également avoir un domicile connu de la justice. Alors je refuserai de me soumettre à cette obligation de soins puisque je conteste cette condamnation pénale pour les raisons que j'ai déjà évoquées auparavant. Alors suite à mon incarcération provisoire du 13 décembre 2017, une ordonnance sera rendue le 21 décembre 2017, ordonnant que je sois incarcéré pour une durée de 4 mois sur les 12 mois que permettait le non-respect de la contrainte pénale du 27 mai 2016. Je sortirai de la maison d'arrêt de Saint-Pierre le 16 mars 2018, sans domicile sur la Réunion, qu'avaient d'ailleurs pleinement connaissance les services judiciaires, et en indiquant une adresse en métropole. Alors je fais remarquer que l'on m'a incarcéré en décembre 2017 au motif du non-respect d'obligations de soins, mais que je ne respectais pas depuis déjà 5 mois, soit depuis ma sortie de détention en juillet 2017. Mais en fait, on m'a surtout incarcéré lorsque j'ai découvert que la mère et mon fils étaient en métropole et que tout le monde m'avait caché cela. Parce que la mère avait le droit de déménager, mais en s'assurant qu'il me soit possible de voir mon fils dans le cadre de visites médiatisées. Et comme elle s'est fait aider pour partir en métropole avec le soutien de la justice, il fallait en fait trouver un moyen de couvrir son départ, sur un plan juridique, on va dire. Et tout en me cachant que la mère et mon fils étaient en métropole, on faisait tout pour me mettre entre les mains d'un psy. Car j'imagine très bien les services judiciaires, comme le SPIP par exemple, intervenir ensuite par derrière, en coulisses, auprès de celui-ci, afin qu'il rédige un rapport de complaisance où il soit dit par exemple que j'étais une menace pour mon fils ou qu'il était en danger grave. Et le tour était joué. La mère était en métropole avec mon fils, et puis en fait je n'avais rien à dire, quoi. Et donc comme indiqué précédemment, je suis sorti de détention le 16 mars 2018, sans domicile connu de la justice, enfin, disons sur la Réunion. Et petite précision que j'ai oublié d'apporter, c'est que une ordonnance avait été également rendue le 21 décembre 2017, lorsque on a décidé de m'incarcérer pour une durée de 4 mois. Il y a eu également une ordonnance qui suspendait, si vous voulez, la contrainte pénale le temps de mon incarcération. Ce qui fait que celle-ci, en fait, à la sortie de ma détention, le 16 mars 2018, était toujours d'actualité. Alors je me suis retrouvé hébergé chez des amis, et le 27 mars 2018, j'ai donc essayé de quitter la Réunion pour rejoindre la France. Alors je me suis retrouvé bloqué à la police aux frontières, amené au poste de police de l'aéroport de Roland-Garros, et on a fait descendre mes bagages de l'avion, et on m'a demandé de repartir sans savoir où est-ce que j'allais. Suite à cela, le 29 mars 2018, le juge d'application des peines du tribunal de Saint-Pierre rendra de nouveau une ordonnance d'incarcération provisoire pour non-respect de l'obligation de soins dans le cadre de la contrainte pénale du 27 mai 2016.
N'ayant plus de domicile connu des services judiciaires et ayant un nouveau numéro de téléphone, je serai contacté en fait tardivement par le commissariat de Saint-Pierre qui m'invitera à leur rendre visite le 30 avril 2018. Je serai donc incarcéré à la maison de Saint-Pierre le 30 avril 2018 suite à l'ordonnance d'incarcération provisoire du 29 mars 2018. Et suite à cette incarcération provisoire, une ordonnance sera rendue le 9 mai 2018 pour une incarcération de 8 mois pour non-respect de l'obligation de soins vis-à-vis de la contrainte pénale du 27 mai 2016. Et pourquoi 8 mois? Puisque si je ne respectais pas cette contrainte pénale, on pouvait m'incarcérer pour une durée de 1 an, soit 12 mois. Et comme j'avais déjà été incarcéré pour 4 mois entre décembre 2017 et mars 2018 pour non-respect de cette contrainte pénale, le reliquat était donc de 8 mois sur les 12 mois. Je serai donc incarcéré à la maison d'arrêt de Saint-Pierre du 30 avril 2018 au 3 novembre 2018, en sachant qu'à ma sortie de prison, il n'y avait plus de contrainte pénale puisque je venais d'effectuer les 1 an de prison ferme si je ne respectais pas celle-ci. Donc le 3 novembre 2018, à ma sortie de prison, il n'y avait plus d'obligation de soins, d'obligation d'avoir un domicile connu des services judiciaires, d'interdiction d'aller sur la ville de Saint-Denis à La Réunion, d'interdiction d'aller en France et d'interdiction de rentrer en contact avec la mère. Et comme j'ai indiqué que je voulais récupérer mon fils par tous les moyens, puisque j'étais privé de la garde de celui-ci durant la procédure de divorce par diverses magouilles que la justice ne veut pas admettre, eh bien les services judiciaires de La Réunion ont pris contact avec le procureur de la République de Nantes, là où réside la mère, afin qu'elle puisse bénéficier d'une ordonnance de protection. On m'a donc remis le 3 novembre 2018, à ma sortie de détention, une convocation pour le 8 novembre 2018 devant le juge aux affaires familiales de Nantes dans le cadre de cette procédure d'ordonnance de protection pour la mère. Alors j'ai demandé à la juge aux affaires familiales de Nantes de repousser l'audience à janvier 2019, mais celle-ci en fait l'a repoussée au 20 novembre 2018. J'ai pu m'y rendre parce que j'ai quitté la Réunion le 15 novembre 2018 et en fait la juge aux affaires familiales rendra une ordonnance de protection le 21 novembre 2018 où j'aurai interdiction de rentrer en contact avec la mère et également interdiction de rentrer en contact avec mon fils de quelque manière que ce soit. Alors il faut bien comprendre que cette ordonnance de protection au bénéfice de la mère, au motif de violence conjugale et de violence sur enfant, rendue par la juge aux affaires familiales de Nantes, qui ne connaît pas le dossier, est à l'initiative des services judiciaires de La Réunion, afin de m'empêcher que j'aille récupérer mon fils et par la même occasion de me couper de tout lien avec celui-ci, dont je le suis d'ailleurs depuis le 9 avril 2016. Et qu'il se passe un drame au vu de tout ce qu'on m'a fait subir. Alors comme cette vidéo est la dernière que je ferai, je voudrais éclaircir certains points et faire quelques remarques qui me semblent très importantes. En avril 2010, alors que nous habitions à Nancy en France, la mère avait tenté de me poignarder dans le lit. J'avais appelé police secours, la mère avait reconnu les faits et j'avais cependant refusé de porter plainte afin de préserver la cellule familiale. Mon fils était alors un bébé à cette époque-là. Suite à la séparation du couple qui a eu lieu le 8 octobre 2012 sur La Réunion, j'ai donc déposé plainte le 9 octobre 2012 pour ces faits-là et j'ai demandé une copie de ma plainte le 18 décembre 2012 au commissariat de police qui m'avait auditionné. Je n'ai jamais eu de retour par rapport à ce mail et je n'ai jamais eu de nouvelles par rapport à cette plainte.
Pour se justifier, la mère donnera deux versions différentes. Une qui apparaît dans la confrontation du 11 octobre 2012 et la seconde qui apparaît dans le rapport d'enquête sociale du mois d'avril 2013. Le 28 septembre 2012, nous sommes alors sur La Réunion. Moi et la mère avons une médiation pénale suite à une plainte qu'elle a déposée le 3 octobre 2010 en France, à Nancy. J'ai refusé de signer l'accord de médiation pénale au motif que j'étais en situation de mariage CRI. Le 4 octobre 2012, suite à cette médiation pénale du 28 septembre 2012, j'ai écrit au procureur de la République de Saint-Denis pour expliquer ma vie de couple et j'ai conclu ce courrier en indiquant que j'étais en situation de mariage CRI. Alors je voudrais faire remarquer que durant ma vie de couple, jusqu'à la fin de la procédure de divorce, soit le 6 mai 2015, je n'ai jamais été condamné pour violence conjugale et encore moins pour violence sur enfant. Mais la justice arrivera à me prononcer un divorce à mes torts exclusifs sur la base des plaintes de la mère d'octobre 2010 et octobre 2012 classées sans suite, en sortant un élément de mon courrier du 4 octobre 2012 adressé au procureur de la République, qui pouvait me porter préjudice, et en justifiant la tentative d'agression par arme blanche sur ma personne de la mère, en prétextant qu'elle voulait se défendre. Et je voudrais également préciser que, suite aux plaintes mensongères de la mère, j'avais également déposé plainte auprès du procureur de la République de Saint-Denis et que je ne serais jamais entendu. Alors le 11 décembre 2012, la première décision de justice en fait dans le cadre de la procédure de divorce sera rendue par la juge aux affaires familiales Virginie Santoro et il sera donc ordonné une garde alternée pour l'enfant, que le domicile conjugal me soit attribué, une enquête sociale et l'ouverture d'une instruction pour vol contre la mère. Alors j'ai refusé moi d'appliquer cette garde alternée sans empêcher toutefois la mère de voir son fils quand elle le voulait. Et j'ai été contraint, moi, d'appliquer cette garde alternée lorsque la police est venue se rendre à mon domicile en janvier 2013. Et lorsque la police me demandait pourquoi je refusais d'appliquer cette garde alternée, je leur indiquais que mon fils n'était pas en sécurité avec la mère. Et cela par rapport à son comportement vis-à-vis de l'enfant. N'oublions pas aussi qu'il y avait une instruction pour vol qui était demandée contre la mère par la juge aux affaires familiales et que la mère était hébergée dans un foyer où moi j'avais découvert un article de presse qui faisait état de violences récurrentes dans celui-ci. Moi j'ai voulu protéger mon fils qui était âgé de 3 ans et demi à l'époque. Alors le 18 avril 2013, j'ai été condamné en première instance pour non-représentation d'enfant et outrage et rébellion à 2 mois de prison avec sursis. J'ai fait appel de cette décision le 19 avril 2013 et la Cour d'appel de Saint-Denis m'a condamné le 28 novembre 2013 pour non-représentation d'enfants et injure en maintenant la peine à 2 mois de prison avec sursis. Alors moi je ne conteste pas la condamnation pour injure, mais celle pour non-représentation d'enfants. Car on ne fait pas une garde alternée avec un enfant de 3 ans et demi lorsqu'il y a une instruction pour vol qui est ouverte contre la mère et que celle-ci est hébergée dans un foyer où il est fait état de violences récurrentes. Et la Cour d'appel de Saint-Denis a été plus soucieuse de protéger une décision de justice que de respecter le droit et l'intérêt des enfants. Mais je tiens à préciser que
la juge aux affaires familiales Virginie Santoro n'avait pas tous les éléments quand elle a rendu sa décision de garde alternée le 11 décembre 2012. Alors je ferai appel de cette garde alternée qui avait été prononcée le 11 décembre 2012. Durant cette procédure d'appel, la mère changera de foyer sans que j'en sois informé et l'enquête sociale sera réalisée. Sans oublier la condamnation pénale que j'ai citée précédemment, qui sera intervenue en première instance le 18 avril 2013. Alors, le rapport d'enquête sociale sera déposé au juge aux affaires familiales à son greffe le 5 avril 2013 et il me sera favorable. C'est-à-dire qu'il indiquera dans ses conclusions qu'il est préférable que ce soit moi qui ai la garde de l'enfant. Alors, suite à ce rapport d'enquête sociale qui m'est favorable, tout un complot s'organisera autour de l'ami et avocat de la mère, Mathieu Jorel, et du médecin traitant de la mère, Dr Vermel Valéry, afin de contrer ce rapport d'enquête sociale. Ainsi, le 17 avril 2013, le foyer Rose des Bois, qui hébergeait la mère avec mon fils dans le cadre de la garde alternée, rédigera une note d'information à mon encontre, faisant office d'allégation mensongère et de calomnie. Le 23 avril 2013, le docteur Vermel Valéry rédigera une attestation flatteuse en faveur de la mère. Et le 30 avril 2013, le CMPP Henri Vallon, qui se trouve à quelques mètres du cabinet du docteur Vermel Valéry, fera en fait un signalement contre moi. Et dans ce signalement, rédigé par des gens qui ne m'ont jamais vu, qui n'ont même jamais cherché à me contacter, tout en se cachant comme des lâches derrière les dires de la mère, indiqueront que j'instrumentalise mon fils, que celui-ci est en danger grave et qu'en fait il faudrait m'en écarter. Et que si je devais le voir, il faudrait d'abord que cela relève d'une expertise psychiatrique. Il me semble important de mettre ici le comportement de l'enfant qui a été décrit lors de l'enquête sociale, comportement de l'enfant en présence du père et également en présence de la mère, où il est d'ailleurs indiqué que l'enfant en présence de la mère est totalement à l'opposé de celui constaté en présence avec le père. Alors je voudrais apporter une petite précision concernant le signalement du CMPP Henri Vallon du 30 avril 2013, c'est que la co-signatrice Laurence Rabaza est expert psychologue auprès de la Cour d'appel de Saint-Denis. Et concernant, si vous voulez, le CMPP Henri Vallon, j'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous invite en fait à visualiser. Cependant, il faut savoir que le CMPP Henri Vallon interviendra à 2 reprises dans le cadre de la procédure de divorce. Le 30 avril 2013 avec leur signalement destiné à contrer le rapport d'enquête sociale qui m'est favorable du 5 avril 2013 et également par un signalement le 30 septembre 2014 pour venir au secours de la mère qui avait changé l'école de mon fils contre mon gré, à mon insu et par ruse. Alors il faut savoir que j'ai également déposé 2 plaintes contre le CMPP Henri Vallon auprès du procureur de la République de Saint-Denis, soit le 4 novembre 2013 et le 17 décembre 2014, et que ces plaintes en fait seront étouffées par le procureur de la République de Saint-Denis, Éric Tuffery. Alors, toujours durant la procédure d'appel de la garde alternée, et alors que je venais de bénéficier d'un rapport d'enquête sociale qui m'était favorable le 5 avril 2013,
Eh bien, la mère, avec la complicité de son médecin traitant, le docteur Vermel-Valéry, fera des privations de soins sur mon fils. Alors, je ne vais pas développer et justifier ce point-là, puisque j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Et donc, après que la mère ait fait échouer une intervention chirurgicale pour son fils le 28 mai 2013, puis le 10 juin 2013, la Cour d'appel de Saint-Denis rendra le 19 juin 2013 un arrêt suite à mon appel de la garde alternée, tout en constatant l'absence inexpliquée de mes pièces. La Cour d'appel de Saint-Denis, présidée par Jean-Pierre Cise, accompagné de ses deux conseillers Michel Caru et Jacques Rousseau, s'étonne d'avoir qu'une seule pièce sur les 20 mentionnées sur le bordereau de communication, alors que la partie adverse, à savoir l'avocat Mathieu Jaurel, disposait, lui, de 39 de mes pièces. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Cour d'appel de Saint-Denis aurait dû avoir, elle aussi, 39 pièces et non pas une pièce sur 20 qu'elle était censée avoir. Et aussi que la Cour d'appel de Saint-Denis, en rendant une décision substantielle pour l'enfant, tout en constatant l'absence inexpliquée de mes pièces et des conclusions correspondantes, a ainsi violé le Code de procédure civile. Mais cette disparition de pièces était surtout destinée à cacher les défauts et privations de soins de la mère sur son fils. Et également laisser place aux intervenants extérieurs qui auront comploté contre moi après que me soit rendu un rapport d'enquête sociale qui m'était favorable en avril 2013. Alors, suite à cet arrêt du 19 juin 2013 de la Cour d'appel de Saint-Denis, je me verrai infliger un droit de visite médiatisé et on accordera la résidence habituelle de l'enfant à la mère alors que celle-ci effectue des privations de soins. La mère, disposant entièrement de son fils, fera également échouer l'opération prévue du 24 juin 2013 et celle du 8 juillet 2013 alors que nous avions signé les accords de consentement parentaux pour le médecin. Le 6 juillet 2013, en rentrant chez moi, j'ai croisé la mère proche de mon domicile avec son fils. J'ai pris celui-ci avec moi parce qu'elle m'avait annoncé la veille qu'elle ne ferait pas l'opération du 8 juillet 2013 et qu'elle envisageait de faire celle-ci en octobre. La police viendra une heure plus tard le récupérer à mon domicile et je serai placé en garde à vue et poursuivi pour soustraction d'enfant. Mais moi, j'ai voulu porter secours à mon fils, quoi. Nous parlons d'une mère qui vient de faire échouer pour la 4e fois l'opération chirurgicale indispensable pour l'enfant. Surtout que j'avais averti mon avocat le 24 juin 2013 et la juge aux affaires familiales le 1er juillet 2013, lorsque la mère venait de faire échouer pour la 3e fois l'intervention chirurgicale pour son fils. Et je vais expliquer pourquoi la mère, avec la complicité et le soutien de son médecin traitant, le docteur Vermel-Valéry, ont fait échouer les opérations pour mon fils. Alors il faut savoir que nous étions en procédure d'appel de la garde alternée et que je venais de bénéficier d'un rapport d'enquête sociale qui m'était favorable
en avril 2013 et que celui-ci avait été communiqué, si vous voulez, le 9 avril 2013 aux parties prenantes. Et suite à cela, le médecin traitant de la mère, Dr Vermel Valérie, a rédigé le 23 avril 2013 une attestation flatteuse en faveur de la mère. Et mon fils avait régulièrement des problèmes de santé. En fait, il avait du mal à respirer la nuit. Et moi, j'avais indiqué à la mère que j'allais voir en urgence le lundi 6 mai 2013 un médecin ORL pour faire consulter mon fils et que je ne rendrais pas par conséquent l'enfant le dimanche soir comme il était prévu dans le cadre de la garde alternée. Et elle en a profité avec son avocat pour aller porter plainte le dimanche soir du 5 mai 2013 pour non-représentation d'enfant. Et dans cette plainte, ce qui est important, c'est qu'elle indique que son fils n'a aucun problème particulier selon un avis médical. Et moi, le lendemain, quand je fais consulter mon fils par le médecin ORL, le 6 mai 2013 donc, eh bien, il m'indique que celui-ci doit se faire opérer des amygdales et des végétations, ce qui provoque ces apnées du sommeil. Une consultation est fixée pour le 15 mai avec un autre médecin ORL, le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre, qui sera en charge de l'opération. Et l'opération, en fait, est prévue pour le 28 mai 2013 avec le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre. Et donc, ce qui se passe, c'est que le docteur Vermel Valérie intervient derrière mon dos avant la consultation du 15 mai 2013 qui est prévue avec le médecin ORL Laurent Grandpré Jean-Pierre. Elle met en avant le signalement du 30 avril 2013 du CMPP Henri Vallon, enfin signalement rédigé par ses amis, parce que n'oublions pas que le CMPP Henri Vallon se trouve à quelques mètres du cabinet du docteur Vermel Valérie. Et lorsque je fais consulter mon fils par le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre le 15 mai 2013, eh bien, il minimise l'état de santé de mon fils et annule l'opération prévue le 28 mai 2013 sous prétexte de la procédure de divorce. Alors suite à cela, je fais consulter mon fils par un autre médecin ORL, le docteur Gaujon, qui consulte mon fils le 29 mai 2013 et qui prévoit une opération pour le 10 juin 2013. Mais la mère refuse d'effectuer l'opération du 10 juin 2013 et demande à faire repousser celle-ci sans raison, et je suis obligé d'accepter pour qu'elle signe en fait l'accord de consentement parental pour le médecin. Et l'opération est donc repoussée au 24 juin 2013. Mais n'oublions pas que, entre-temps, le 19 juin 2013, la Cour d'appel rend son arrêt et où on voit que mes pièces ont disparu. Alors il faut bien prendre conscience que je suis en procédure d'appel. La mère sait que j'ai bénéficié d'un rapport d'enquête sociale qui m'est favorable. Et malgré cela, elle n'hésite pas à faire échouer l'opération du 28 mai 2013 et l'opération du 10 juin 2013, en demandant d'ailleurs à ce que celle-ci soit repoussée. Et la Cour d'appel rend le 19 juin 2013 un arrêt où mes pièces ont disparu. Et moi je le dis clairement, c'est que la mère savait très bien que mes pièces allaient disparaître. Et si après cet arrêt du 19 juin 2013, alors qu'elle disposait entièrement de l'enfant, elle fera avorter les opérations du 24 juin et du 8 juillet 2013 prévues avec le docteur Gaujon, avec le soutien de son médecin traitant, le docteur Vermel Valérie,
C'était afin de permettre que le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre reprenne la main sur l'opération de mon fils. Comme ça, cela lui permettait de rédiger un compte-rendu d'opération en adéquation avec l'état de santé de mon fils qu'il avait minimisé lors de la consultation du 15 mai 2013. Et le tour était joué, tout était normal. Et il faut savoir que si le médecin ORL Laurent Grandpré Jean-Pierre a opéré mon fils le 16 juillet 2013, c'est à la demande du docteur Vermel Valéry, médecin traitant de la mère, médecin généraliste, à l'origine d'aucune initiative auprès des médecins ORL. Et d'ailleurs, le médecin ORL Laurent Grandpré Jean-Pierre indique dans son mémoire de défense, dans le cadre de la procédure que j'avais engagée devant la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins, que le 10 juillet 2013, le docteur Vermel Valéry le contacte parce que elle et la mère préfèrent que ce soit lui qui fasse l'opération. Ce qui est tout simplement scandaleux, quoi. La prochaine étape dans le cadre de la procédure de divorce, après l'arrêt du 19 juin 2013 de la Cour d'appel de Saint-Denis issue de Magouille, était le jugement de divorce. Et comme je l'ai indiqué précédemment, après l'arrêt du 19 juin 2013, la mère fera donc échouer les opérations du 24 juin 2013 et du 8 juillet 2013. Et suite à cela, je prendrai mon fils avec moi le 6 juillet 2013 et je serai jugé le 19 novembre 2013 pour soustraction d'enfant en première instance par le tribunal correctionnel de Saint-Denis qui me condamnera à une peine de 3 mois de prison avec sursis. Je ferai appel de cette condamnation pénale. Et c'est également à ce moment-là, soit le 28 novembre 2013, que la Cour d'appel de Saint-Denis confirmera ma condamnation pour non-représentation d'enfant et injure en confirmant la peine à 2 mois de prison avec sursis. Et c'est également à cette période, soit en octobre et novembre 2013, que je déposerai de nombreuses plaintes suite à l'arrêt du 19 juin 2013 issu de Magouille et aux privations de soins contre la mère. On retrouvera notamment mes plaintes du 25 octobre contre la mère pour privation de soins et également contre les 2 médecins impliqués, à savoir le docteur Vermel et le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre. Mais aussi ma plainte contre le CMPP Henri Vallon suite à leur signalement du 30 avril 2013 et également ma plainte contre le foyer Rose des Bois qui hébergeait la mère et qui a fait une note d'information mensongère et calomnieuse en date du 17 avril 2013 pour contrer le rapport d'enquête sociale qui m'était favorable, ainsi que d'autres plaintes. Et en décembre 2013, j'engagerai une procédure devant le Conseil de l'ordre des médecins de La Réunion contre le docteur Vermel Valéry et le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre. Le jugement de divorce sera rendu par la juge aux affaires familiales Virginie Santoro le 20 mars 2014. Elle prononcera celui-ci à mes torts exclusifs et malgré les condamnations pénales citées précédemment, mais dans les circonstances que l'on peut comprendre, elle me permettra d'avoir mon fils un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Alors je ferai appel de ce jugement de divorce du 20 mars 2014, car déjà je conteste que celui-ci m'ait été prononcé à mes torts exclusifs, pour les raisons que j'ai déjà évoquées précédemment. Et surtout par rapport à la garde de l'enfant, car je rappelle que nous partons d'une garde alternée, que je ne voulais pas, d'ailleurs tout comme la mère, qu'ensuite j'ai bénéficié d'un rapport d'enquête sociale qui m'était favorable, qu'on m'a infligé, moi, des droits de visite médiatisés suite à une procédure d'appel de garde alternée issue de diverses magouilles, je rappelle que toutes mes pièces ont disparu, et que la mère faisait des défauts de soins, des privations de soins, qui ont été cachés, et que, suite à cet arrêt du 19 juin 2013, elle fera échouer de nouveau à 2 reprises une opération qui était indispensable pour mon fils, quoi. Et sans oublier mes plaintes qui ont été déposées en octobre
et novembre 2013 auprès du procureur de la République de Saint-Denis et qui ont été étouffées, car aucune de ces plaintes n'a été traitée avant que soit prononcé ce jugement de divorce du 20 mars 2014. Alors je dois préciser que de la séparation du couple jusqu'à ce que soit prononcée l'ordonnance de non-conciliation du 11 décembre 2012 qui fixait une garde alternée pour l'enfant, j'étais représenté par le cabinet d'avocats de Maître Marie Briot. J'avais fait appel de cette décision de justice et on avait refusé de me suivre en fait dans cette démarche. J'avais donc pris un autre avocat qui était Maître François Avril. Suite à cet arrêt du 19 juin 2013, où mes pièces avaient disparu, j'avais donc pris en fait un autre avocat. Et dans la procédure en fait qui m'amenait jusqu'au jugement de divorce, j'étais donc représenté par Maître Taïli Manikoum. Et si celle-ci a communiqué au juge la totalité de mes pièces, en revanche, ces explications écrites, ou plutôt ces revendications écrites, qu'on appelle dans le jargon judiciaire les conclusions, eh bien celles-ci manquaient cruellement d'explications. Si bien que la mère qui avait fait échouer de manière manifeste à 4 reprises une intervention chirurgicale nécessaire pour son fils, eh bien c'était la juge dans son jugement du divorce du 20 mars 2014 qui me mettait en garde d'un éventuel retrait de l'autorité parentale si je venais à en abuser. Donc, comme indiqué précédemment, je ferai appel de ce jugement de divorce du 20 mars 2014, décidé et surtout déterminé à obtenir la résidence habituelle de mon fils, dont j'avais déjà été privé suite à l'arrêt du 19 juin 2013 de la Cour d'appel de Saint-Denis, issu de diverses magouilles. Et dans cette procédure d'appel de jugement de divorce, je serai représenté par Maître Samia Sadar Ditou. Alors durant cette procédure d'appel de jugement de divorce, les droits de visite médiatisés avaient pris fin et je disposais de mon fils un week-end sur 2 et de la moitié des vacances scolaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'avais mon fils avec moi, et lorsqu'il était question du retour au domicile de sa maman, eh bien celui-ci était tout le temps pris de crises d'angoisse et de pleurs. Et ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai réalisé des vidéos pour garder en mémoire, enfin trace de ces moments qui m'étaient difficiles, pour me prémunir de toute nouvelle attaque, comme ça avait été le cas lorsque j'avais bénéficié du rapport d'enquête sociale qui m'était favorable en avril 2013. Car le foyer Rose des Bois qui hébergeait la mère à l'époque de l'enquête sociale, dans sa note d'information du 17 avril 2013, et le CMPP Henri Vallon dans leur signalement du 30 avril 2013, faisaient comprendre que mon fils était prostré, traumatisé, en danger grave, et qu'il subissait certainement des maltraitances de ma part. Et je rappelle que j'avais déposé plainte contre le foyer Rose des Bois, ainsi que le CMPP Henri Vallon, fin 2013, auprès du procureur de la République de Saint-Denis. Alors durant cette procédure d'appel de jugement de divorce, alors que j'avais été mis en garde de ne pas abuser de l'autorité parentale, eh bien la mère, en fait, pour la rentrée scolaire 2014-2015, changera l'école de mon fils à mon insu, contre mon gré et par ruse. Et je ferai intervenir, si vous voulez, la direction de l'académie afin qu'ils remettent mon fils à l'école privée Sacré-Cœur où il était scolarisé depuis la petite section maternelle. J'enverrai donc un mail le 1er septembre 2014 à la direction de l'académie qui vérifiera la jurisprudence et me répondra le jour même en m'informant que mon fils allait retourner à l'école privée Sacré-Cœur et que s'il y avait un souci, qu'il fallait que je les recontacte.
Alors nous sommes en procédure d'appel de jugement de divorce et conscient que la mère avait en fait violé l'autorité parentale, eh bien le CMPP Henri Vallon, très certainement à la demande de l'avocat de la mère Mathieu Jorel, fera un signalement à mon encontre le 30 septembre 2014, infesté d'allégations mensongères et de calomnies, afin de venir au secours de la mère. Alors je précise que ce signalement du 30 septembre 2014 est co-signé par Laurence Ravazza, qui est expert psychologue auprès de la Cour d'appel de Saint-Denis. Et je rappelle que j'ai fait une vidéo très développée et détaillée sur le CMPP Henri Vallon. Alors concernant ce signalement du 30 septembre 2014 du CMPP Henri Vallon, que je découvrirai en décembre 2014 au travers des échanges de conclusions avec l'avocat adverse, c'est-à-dire Mathieu Jorel, eh bien je déposerai plainte contre le CMPP Henri Vallon le 17 décembre 2014 auprès du procureur de la République. Et j'engagerai également une procédure devant le Conseil de l'ordre des médecins contre le pédopsychiatre Fabrice Samin, directeur médical du CMPP Henri Vallon. Car la réalité, c'est que le CMPP Henri Vallon utilise mon fils à travers un prétendu suivi pour en fait intervenir durant la procédure de divorce afin de servir uniquement les intérêts de la mère. Car ce que je constate, c'est que le CMPP Henri Vallon fera un signalement le 30 avril 2013 afin de contrer un rapport d'enquête sociale qui m'est favorable et que celui-ci interviendra en faisant un second signalement le 30 septembre 2014 pour venir au secours de la mère qui venait de violer l'autorité parentale en changeant l'école de mon fils contre mon gré, à mon insu et par ruse. Alors toujours durant cette procédure d'appel de jugement de divorce, la Cour d'appel de Saint-Denis confirmera ma condamnation pour soustraction d'enfant le 11 septembre 2014 pour avoir pris mon fils le 6 juillet 2013 alors qu'il était privé de soins par sa mère et ramènera la condamnation de 3 mois de prison avec sursis à une amende de 1 000 € avec sursis. Concernant les plaintes que j'aurais déposées en octobre et novembre 2013, ainsi que celles que j'aurais déposées en 2014, et je pense particulièrement à ma plainte pour privation de soins contre la mère, aux plaintes contre les 2 médecins, aux 2 plaintes contre le CMPP Henri Vallon, à ma plainte contre le foyer qu'il avait hébergé, c'est-à-dire le foyer Rose des Bois, et puis les autres, eh bien j'adresserai un courrier au procureur général de la Cour d'appel de Saint-Denis le 10 février 2015, puisque par rapport à ces plaintes, je n'aurais eu jusqu'à présent aucune nouvelle. Le 6 mai 2015, la Cour d'appel de Saint-Denis, présidée par Jean-Pierre Cise ainsi que ses 2 conseillers Michel Caru et Jacques Rousseau, les mêmes professionnels de la justice qui auront rendu l'arrêt du 19 juin 2013, rendront un arrêt suite à mon appel du jugement de divorce du 20 mars 2014. Et dans celui-ci, ils confirmeront le divorce à mes torts exclusifs, m'infligeront de nouveau un droit de visite médiatisé pour voir mon fils à raison d'une après-midi de la première, troisième et éventuellement 5e semaine du mois, et permettront à la mère d'exercer seule l'autorité parentale. Une manière déguisée et lâche de me retirer l'autorité parentale, puisque si la mère l'exerce seule, cela sous-entend que je ne l'exerce plus. Et quand on enlève l'autorité parentale à un parent sur son enfant, cela signifie que le seul droit qu'il a, c'est le droit de se taire.
On a prononcé un divorce à mes torts exclusifs sur la base des plaintes mensongères de la mère d'octobre 2010 et d'octobre 2012, et également sur la base d'un faux témoignage. J'avais déposé plainte contre la mère par rapport à cela, et également contre la personne qui avait établi un faux témoignage. Mes plaintes ont été tout simplement étouffées par le procureur de la République de Saint-Denis, Éric Tuffery. Concernant la résidence de l'enfant, car n'oublions pas que je pars d'une garde alternée, que je bénéficie ensuite d'un rapport d'enquête sociale qui m'est favorable, et qu'on m'infligera des droits de visite médiatisés, suite à un arrêt du 19 juin 2013 issu de diverses magouilles rendues par les mêmes fonctionnaires de justice qui rendront cet arrêt du 6 mai 2015. Eh bien, ils m'infligeront de nouveau un droit de visite médiatisé pour voir mon fils, en s'appuyant déjà sur mes 2 condamnations pénales, l'une pour non-représentation d'enfant et injure effectuée en janvier 2013 alors que j'ai cherché à protéger mon fils, et l'autre pour soustraction d'enfant lorsque j'ai pris mon fils avec moi le 6 juillet 2013 alors que la santé et la sécurité de mon fils étaient mises en danger par la mère. Et en argumentant, en faisant référence à des intervenants extérieurs, sans mentionner pour la plupart du temps leur nom et surtout leur adresse professionnelle. Puisqu'en effet, il s'agit du psychologue Laurent Fontaine, situé au 14 rue Almagnan à Sainte-Clotilde, du médecin traitant de la mère, le docteur Vermel Valérie, situé au 14 rue Almagnan à Sainte-Clotilde, de l'orthophoniste Sonia Michalon, située au 14 rue Almagnan à Sainte-Clotilde, et du CMPP Henri Vallon ou APAGE, situé au 21 rue Almagnan à Sainte-Clotilde. En sachant que pour la plupart de ces intervenants extérieurs, j'avais déposé plainte auprès du procureur de la République de Saint-Denis, Éric Tuffery, et que celui-ci aura également étouffé toutes ces plaintes. Et comme ces fonctionnaires de justice lâches et faux culs n'ont honte de rien, ils auront même permis à la mère d'exercer seule l'autorité parentale, sous prétexte que je refusais de faire une expertise psychologique ou psychiatrique à la demande de 2 escrocs du CMPP Henri Vallon, et que j'avais indiqué que celle-ci ne pourrait être réalisée de manière impartiale sur l'île de la Réunion. Alors lorsque j'aurai connaissance oralement de cet arrêt scandaleux du 6 mai 2015 de la Cour d'appel de Saint-Denis, alors que quelques jours auparavant, mon fils venait de me révéler que sa maman le frappait parfois avec la ceinture, il était âgé de moins de 6 ans, eh bien je quitterai avec lui ce département bananier français, où les connivences entre avocats, voire magistrats, vont bon train, et où les avocats savent donner l'impression de vous être dévoués tout en vous portant préjudice.